Si je devais citer le réseau social grand public parlant le plus de manga, je ne douterais pas un seul instant en citant Twitter. Il n'est pas une semaine, une journée, où un manga, un anime ou même un personnage n'arrive pas dans les tendances de ce site. Pour les profanes, les tendances c'est un algorithme qui va identifier les sujets les plus populaires sur Twitter et vous les proposer. Il peut s'agir de politique, de foot, de quelqu'un ou, dans le cas échéant, d'un manga. Si dans l'idée c'est une très bonne chose, nous allons à travers cette vidéo étudier un petit peu le comportement des gens sur ce réseau et surtout, comment ce dernier finit par affecter la manière dont on consomme un manga. Car oui, c'est avant tout du divertissement, ça se consomme. Et l'homme étant un animal sociable, sa manière de consommer du divertissement va forcément varier en fonction de ses pairs et de ses discussions avec ces derniers. Dit comme ça, la vidéo va vous sembler être un calvaire à suivre et à comprendre, mais pas d'inquiétude, le tout sera concis, pratique et compréhensible. Le but est avant tout de vous faire prendre du recul vis-à-vis de ce réseau social, des gens qui en font partie, et de détecter les comportements à éviter comme la peste, le tout en marquant le positif quand il vient. Pour le premier point, et c'est important de le préciser, Twitter, je trouve ça assez pratique, surtout pour m'informer. En tout cas, pour m'informer autour de mes mangas préférés. Prenons quelques exemples plutôt simples. Comme toutes les entreprises possèdent un compte Twitter, surtout pour leur cybercommunication, il est évident que les éditeurs également. Naturellement, il y a un compte Kiun, un compte Kana, Crunchyroll et Glénat. Prenons Kiun par exemple. Ces derniers vont vous informer de la sortie des tomes dont ils ont les droits, de leurs nouvelles sorties, mais pas seulement. Ils vont aussi relayer des informations sur des adaptations animées, sur des nouvelles sorties de mangaka dont ils éditent le travail en général, et s'intéresser à d'autres événements concernant les mangas dont ils ont les droits. Et la dernière partie de leur travail sera de répondre aux questions des internautes. C'est ce que vont faire la plupart des comptes d'éditeurs en soi. Certains diffèrent légèrement sur le mode opératoire, mais dans les grandes lignes, ça sera leur fonctionnement principal. Pour rester sur l'information, je vais par exemple également suivre les comptes de mangaka lorsqu'ils en ont. Si vous vous souvenez, par exemple, tout le monde a appris la reprise de Hunter x Hunter via un tweet de Togashi, l'auteur, qui venait d'ailleurs de créer son compte à l'époque. C'est aussi une bonne manière de savoir ce qu'il se passe en Outre-mer, de vous informer au plus près de vos mangas préférés, l'avancement des chapitres, les pensées de l'auteur sur son histoire, et les potentielles pauses. La dernière branche d'information, celle qu'il ne faut pas systématiquement croire, c'est celle des fans. Leakers en tout genre, spoilers, certains d'entre eux proposent tout de même des informations assez fiables, qu'il s'agisse de photos des chapitres en avant-première, d'informations liées à leur contenu, mais attention, tous les comptes fans ne font pas nécessairement ça. L'exemple le plus parlant, ça sera mon compte. Théories, petites informations en tout genre, observations vis-à-vis du manga, blagues et autres mêmes. Ce qui fait pour beaucoup l'engouement d'un manga sur les réseaux, c'est aussi ça, sa communauté. Plus cette dernière sera active, plus le manga sera mis en avant. Venons de voir les bons points liés à l'information de Twitter. Je me répéterai tout de même en vous précisant que les personnes les mieux renseignées resteront les éditeurs et les mangaka eux-mêmes. L'erreur est humaine et donc les comptes fans peuvent se tromper. Il arrive que certains d'entre eux soient purement malhonnêtes et agissent dans le seul but et objectif de se faire remarquer, et donc délivrent de fausses informations. Je ne sais pas vous, mais je découvre de nouveaux mangas quasiment tous les jours grâce à la communauté, qu'il s'agisse de threads conseillant l'œuvre, la présentant, la décrivant, ou même plus simplement une image, une photo, un panel, une planche du manga, tout est bon. Il est toujours plaisant de voir des passionnés parler de leur œuvre favorite, ça donne un aspect plus honnête que si c'était un commercial en tout cas. Et ces derniers ont toujours de bons arguments pour qui veut bien les écouter. À ça, je rajouterais que certains threads ou autres passionnés vous feront découvrir des choses que vous ne saviez pas sur votre manga préféré. Par exemple, jusqu'à assez récemment, je ne savais pas que le design de Poséidon dans Record of Ragnarok était inspiré d'un jeu vidéo. Et je remercie encore la personne qui apparaît à l'écran de me l'avoir appris. Autant vous dire que ces petites découvertes du genre, vous en verrez plein, et sur plein de mangas différents. Car contrairement à Reddit, par exemple, où vous choisissez un sub du forum, par exemple One Piece, vous ne serez pas cantonné seulement à cette œuvre. Twitter, c'est un peu plus ce grand saut dans l'inconnu, où un compte vous parle de One Piece, puis le jour suivant il parlera de Dragon Ball, par exemple. Le troisième et dernier point qui servira de charnière en quelque sorte au point négatif et au point positif, c'est la communauté en elle-même. Et on va voir que cette dernière est responsable, en bien comme en mal, de beaucoup de choses. Vis-à-vis de la communauté, il est très important de le rappeler, ce sont des passionnés tout comme vous. Et si être un lecteur de manga s'est bien démocratisé ces derniers temps, ça ne reste pas moins une passion de niche, encore plus en fonction des œuvres que l'on suit. Il n'est donc pas rare que l'on n'ait aucun ami, aucun collègue de travail, aucun camarade de classe, aucun membre de sa famille qui suive des mangas, ou en tout cas celui que vous lisez. Prenons mon exemple, dans ma famille, sur une dizaine de personnes, on est 2 à lire des mangas seulement. Évidemment, ça fait un compte assez réduit pour discuter de tout ça. Là où Twitter étant un espace public où il suffit de seulement quelques clics pour s'exprimer face à tous les autres usagers, on peut très vite trouver quelqu'un avec qui on partage cette passion. Ça donne donc un autre point assez important.
le sujet de la hype. Et ça, pareil, ça sert à beaucoup de choses. Déjà, on va être honnête, ça sert aux entreprises pour leurs études de marché. Si vous vous souvenez, à une période, Kingdom n'était pas édité en France, et face à la demande, notamment celle des internautes sur les réseaux, une maison d'édition a décidé de prendre le risque d'éditer le manga chez nous. Et c'est valable de plus en plus souvent, plus une maison d'édition verra la demande autour du manga, plus il y aura de chances d'en voir une édition, voire même des rééditions parfois. Et c'est tout autant valide pour les animés, d'autant plus que le public consommateur d'anime semble plus important que celui de lecteurs de manga. Et autant vous dire que voir qu'à chaque sortie d'épisode votre manga préféré se retrouve en tendance Twitter, déjà ça fait plaisir, et deuxièmement ça peut intéresser d'autres personnes. Et enfin, ça fait encore mieux vivre le moment. Et c'est normal, entre passionnés on se comprend, on vit les mêmes choses, et Twitter ça peut être un très bon catalyseur vis-à-vis de tout ça. Maintenant nous allons passer au point parfaitement neutre de la vidéo, celui qui est une bonne chose, comme un problème assez conséquent, celui des avis divergents. Tantôt c'est toujours cool de voir que des gens voient un manga que vous appréciez sous un autre angle, par exemple un débat assez constructif vis-à-vis d'informations contradictoires peut finir par informer un des deux parties, lui faire prendre conscience de choses dont il ignorait l'existence, et tout le monde en sort grandi ou au moins satisfait. Là, c'est le cas de figure où tout se passe bien. Les deux parties font preuve de bonne foi, ils proposent de bons arguments, concrets, intéressants, et surtout, ils s'écoutent mutuellement. Ainsi, certaines personnes ayant un a priori sur un manga peuvent tout de même essayer de le lire, ou au moins de s'en faire un nouvel avis. Et là, on en arrive au point où tout dérape, le fameux point qui fait que le débat devient invivable. Le débat est stérile, il est inintéressant, ou on le voit tellement souvent qu'il finit par juste gaver tout le monde. Et là, je vais vous pointer du doigt mes chers fans de One Piece. Est-ce que, au fond, votre éternel débat Shanks est plus fort que Mihawk, Roger est plus fort que Barbe Blanche, ça serait pas le nouveau pain au chocolat ou chocolatine? Au fond, tout le monde s'en fout, ça change rien à la vie de personne, et surtout ça ennuie tout le monde. Car des débats stériles, vous en avez tous vu des milliers, et vous avez tous votre propre exemple en tête. Je vous propose plutôt de continuer dans ce domaine, et dans les comportements horribles que l'on voit un petit peu trop souvent. Là, on va faire d'une pierre deux coups avec 3 colosses de la fosse sceptique. Rabaisser les goûts de l'autre, la comparaison maladive, et élitisme. Il aurait été plus clair et simple de faire une partie pour chacun, mais ils vont tellement par trio que j'étais un peu obligé de parler d'eux en même temps. Vous les voyez tous les jours, ils vous brisent le crâne tous les jours. Ces tweets foireux où un fan d'un manga va rabaisser un autre manga pour mettre le sien en avant. Sérieusement, vous espérez quoi en faisant ça? De la reconnaissance, que le mangaka vienne vous serrer la main en personne, qu'un inconnu commande votre tweet en mode « Bien dit, Chakalito, grâce à toi, j'ai réalisé que Vagabond mettait une vitesse à Demon Slayer ». Parce que le seul truc que vous attirez, c'est du mépris. Vous êtes des représentants boiteux de la communauté de votre manga favori, vous donnez une mauvaise image de ce dernier, et, dans certains cas, vous allez tellement emmerder le monde que certaines personnes vont finir par détester votre manga par association. Et des comparaisons comme ça, on en voit tout le temps. Vous remarquez une référence, un point commun, le personnage du manga est inspiré d'un personnage d'un autre manga, vous aurez toujours un relou qui viendra vous dire que la version originale est bien meilleure et que le manga dans son entièreté est meilleur. Mais posez-vous la bonne question quand vous faites ça. Qui a demandé votre avis? Et la comparaison, vous avez la même au niveau des animés, pas seulement des mangas, parce qu'une animation est bonne sans être exceptionnelle, tout le monde la comparera avec une animation de très bonne qualité, voire excellente. Et ça, on va en faire un petit aparté très simple. Premièrement, déjà, il faut arrêter de comparer des animes avec des screens. Dans anime, il y a animation, c'est censé bouger. Deuxièmement, la comparaison que je vois beaucoup, c'est avec Demon Slayer. À chaque sortie d'un anime, d'un épisode, on va le comparer à celui de Demon Slayer. Posez-vous 5 minutes et réfléchissez. Vous ne trouverez pas de manga qui vous mettra la même claque que Demon Slayer en utilisant ses propres techniques. Pourquoi? À ce moment-là, Demon Slayer était le seul à l'avoir fait. C'était nouveau, c'était inédit, et donc ça a impressionné tout le monde. Maintenant, cette qualité et ce niveau d'animation, c'est presque devenu une norme en fait. Et pourtant, tout le monde cherche encore à faire tomber Demon Slayer de son hypothétique trône. C'est comme comparer Michael Jordan et LeBron James. LeBron a sans doute de meilleures statistiques, mais Michael Jordan, est-ce qu'il restera à jamais? Une légende, un joueur arrivé au bon moment et qui a tout renversé à son époque. Là, c'est un peu pareil. Demon Slayer, c'est arrivé avec de nouveaux moyens à un moment de creux dans l'animation japonaise et dans le commerce des mangas. Donc forcément, ça a foutu le feu aux poudres et ça a explosé. Maintenant, vous allez vous dire que j'ai parlé que de 2 points sur les 3 cités précédemment, et j'y arrive. Est-ce que vous avez remarqué le point particulier de chacune de ces comparaisons? C'est le jugement sur les goûts de l'autre, et c'est pour s'élever soi, pour son propre ego. Encore récemment, j'ai vexé des fans de Berserk, et ces derniers n'ont trouvé comme seul argument, pour me prouver que le manga était le meilleur, le fait de rabaisser un autre manga. Certes, Berserk est sans doute mieux écrit, et les dessins sont sans doute plus beaux, mais c'est pas parce que le manga est considéré comme meilleur
que je vais le préférer en fait. Et c'est là que vient l'élitisme le plus horrible, car vous avez un goût différent, car vous n'êtes pas d'accord, vous n'y connaissez rien, et surtout vous avez mauvais goût, là où votre opposant est lui sain d'esprit. Il a même le monopole du bon goût en fait. Ce qui est entièrement faux naturellement. Mais vous savez, aimer des mangas de niche, ça fait forcément de vous une meilleure personne. Un autre fléau auquel malheureusement on fait face bien trop souvent, c'est certains gros comptes manga anime. Si nous imaginons Twitter comme un jeu, selon vous, l'objectif c'est quoi ? C'est assez simple, c'est d'être le compte le plus suivi dans son domaine. Sauf que dans la réalité, ce n'est ni un jeu, ni une course, ni une quête en soi. Ce ne sont que des chiffres sur un écran. Et même si certaines personnes sur cette liste discutent ou sont amies avec vous, la grande majorité de vos followers, ils vous connaissent pas, et vous les connaissez pas non plus. Il n'y a donc pas besoin en soi de faire une course au follow, et pourtant pour cette course, pour ces chiffres, pour ces statistiques, certaines personnes sont prêtes à tout. Et j'en ai vu du monde brûler des mangas et s'en vanter. J'en ai vu du monde balancer des fausses infos dans le seul but de provoquer et attirer l'attention. J'en ai vu du monde ne pas savoir argumenter et se cacher derrière ses follow. Et tout ça, on va en parler. Premièrement, les fausses infos sur du RT, des comptes que vous voyez tous les jours, très souvent, qui vont faire une idiotie en dire une. Forcément, vous êtes passionné, ça vous énerve, vous répondez, et c'est la pire erreur. C'est ce qu'ils cherchent, ils savent très bien qu'on aura plus tendance à corriger une mauvaise information que simplement féliciter une information véridique. Donc ils en jouent. La réponse est simple. Ignorez-les. Mais il n'y a pas que cette catégorie. Twitter c'est une cage. Ce qui va intéresser c'est pas les arguments, c'est comme un plateau télé. Ce qui va intéresser, c'est le clash. Vous pouvez avoir de meilleurs arguments, les exposer de la meilleure manière qu'ils soient, ils auront toujours moins d'éclat qu'une répartie cinglante en face. Et là c'est autant à cause de nous qu'à cause du format de Twitter. Comment vous voulez argumenter correctement avec une limite de 280 caractères seulement ? Et surtout, pourquoi s'embêter à écrire des pavés interminables que personne ne va lire ? Autant juste faire un tweet simple et choc. C'est comme une enseigne publicitaire, car c'est ce que chaque tweet que vous produisez est, votre publicité. Il est donc naturel que ça doit attirer l'œil du public, l'amuser ou le choquer. C'est pour ça que vous voyez autant d'infos fausses, autant de tweets simplement bêtes, voire méchants pour faire du chiffre. Et ces comptes, nul besoin de les citer, vous les connaissez, vous en voyez tous les jours, ils changent tous les jours. Certains sont bannis, de nouveaux sont créés. Rendez-vous service à vous-même et à tous, restez intègre et consciencieux, faites les choses comme vous aimeriez qu'elles soient faites, bien, et dans le civisme. Trop souvent, des comptes se serviront de l'appui de leur maigre communauté comme des outils et des arguments de validation à leur pensée souvent bancale et réfutable. Trop souvent, ils se baseront sur cette marée de réactions comme si leur nombre était une preuve de la véracité de leurs propos. L'ego est une chose fragile, et quand on a cette garantie de sécurité, cette garantie d'anonymat derrière nos écrans, ce fameux ego peut s'avérer être sacrément toxique pour tous. Et je vous propose de conclure là-dessus, qu'il s'agisse des avis des autres sur tel ou tel manga, de la place du nombre vis-à-vis d'une communauté, du potentiel matraquage de cette dernière vis-à-vis d'une œuvre, de cet aspect de conditionnage, de pression de groupe, Twitter a un impact bien trop grand sur notre consommation. Et on n'a même pas effleuré le sujet du spoil, qui mériterait à lui seul une vidéo entière. Souvenez-vous que vous êtes un individu et que la vraie vie, c'est pas internet. Vos libraires lisent eux aussi les mangas, des proches aussi, demandez également leur avis à eux. Ne vous laissez pas bercer et guider par l'avis général de Twitter. Pendant bien longtemps, Bleach avait été oublié, Demon Slayer critiqué et SNK adulé. Et pourtant, dans une industrie où tout va si vite, les modes changent et donc les avis aussi. À l'heure actuelle, de plus en plus de gens parlent de Bleach, grâce à l'anime, apprécient Demon Slayer et se mettent à critiquer SNK. Piégés par les stats, trop nombreux sont ceux à avoir copié l'avis de la majorité. N'hésitez pas à couper votre PC ou votre téléphone de temps en temps. Prendre un manga dont la couverture vous interpelle, dont le résumé vous plaît, et juste, lancez-vous. Twitter c'est pas un conseiller, c'est simplement un outil permettant de transmettre son avis à tout le monde. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit partager cet avis systématiquement et en faire légion. Forgez-vous le vôtre avec des groupes plus réduits, des amis et même des proches, car plonger dans cet océan d'individus, ça peut vite amener à la noyade. En sortir de temps en temps, ça peut que vous permettre de sortir la tête de l'eau, et vous permettre surtout de respirer un petit peu. Et croyez-moi, ça peut faire beaucoup de bien. C'est sur cette note que cette vidéo se termine. Un grand merci si vous l'avez regardé jusqu'au bout, c'était quand même vachement compact. C'était Béléus, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.